pouvoir s'élancer et chasser, car je crois que l'instinct de la chasse est tout à fait naturel chez l'humain. Enfin, nous avons évolué à partir du concept même de la chasse, mais nous ne pouvons plus nous y adonner directement comme nos ancêtres. C'est pourquoi il est bon de s'attacher à un oiseau de proie et de canaliser en lui notre énergie et nos aptitudes de chasseur en une sorte de prolongation de soi. On retrouve aux États-Unis le plus grand club de fauconnerie au monde, le North American Falconry Association, ou NAFA. Pourtant, la fauconnerie n'y a pas de vieilles racines puisqu'elle s'est étendue à l'Amérique il y a moins d'un siècle. Mais on estime quand même à 3000 le nombre de fauconniers actifs au pays. Les rencontres sur le terrain sont très populaires ici et réunissent des gens de toutes les professions. La fauconnerie est habituellement un passe-temps solitaire, mais ces réunions permettent d'échanger des renseignements, de fraterniser pendant quelques jours avec d'autres adeptes qui ont en commun cette même fascination pour l'oiseau de proie. C'est aussi l'occasion d'acheter de l'équipement fabriqué par des experts artisans. Ces gens ne sont pas motivés uniquement par la passion de la chasse. Ils s'impliquent aussi de très près dans la préservation de la faune. Ce sont en effet les fauconniers qui, grâce à un programme d'élevage et de réinsertion en milieu naturel, sont responsables du nombre croissant de faucons pèlerins sauvages. Les Nord-Américains ont intégré des idées nouvelles et intéressantes à ce sport traditionnel, dont la télémétrie, un système de pistage radioélectrique. Le faucon porte toujours une clochette attachée à l'une de ses pattes, mais on fixe maintenant à la seconde un transmetteur électronique. Ce transmetteur émet une impulsion à un récepteur directionnel, ce qui permet de retracer l'oiseau jusqu'à une distance de 50 km. Si le terme fauconnerie fait généralement référence à une chasse avec faucon, l'oiseau de proie le plus utilisé par les fauconniers américains demeure la buse de Harris. La relation entre l'homme et le faucon s'approfondit. Eric et Koura sont unis dans un effort commun. Le fauconnier éprouve la force et les aptitudes de l'oiseau, tandis que ce dernier apprend à anticiper les intentions de son partenaire humain. Cette facilité d'attachement qui caractérise les faucons ne se limite pas qu'aux humains. Occasionnellement, les faucons établissent une sorte d'alliance avec d'autres espèces animales pour améliorer leur performance à la chasse. Il leur arrive de suivre de gros mammifères dont l'approche inattendue fera lever les proies. C'est d'ailleurs cette même ruse qu'appliquent les fauconniers dans la méthode de la tente. On sait que dans l'Arctique, des gerfaux ont coopéré avec des renards pour chasser le lagopède. Les deux espèces tirent profit d'une capture commune, puisque l'oiseau, lorsqu'il a mangé sa part, abandonne les restes aux renards. Lorsque les nomades primitifs ont commencé à chasser avec le faucon, n'était-ce pas pour les mêmes raisons? Si la fauconnerie existe, ce n'est pas tant pour satisfaire un besoin de nous approprier les rapaces, mais bien à cause de leur tempérament unique et de leur facilité à nous intégrer dans leur univers. La relation entre l'humain et l'animal est une composante essentielle de notre évolution. Et à travers le cours de l'histoire, parmi tous les animaux domestiqués par l'homme, le faucon occupe une place unique avec le cheval et le chien. De toutes les espèces de faucons, le gerfaut se démarque par la puissance de son vol. Sa vitesse et son habileté à plonger puis à remonter dans le ciel sont inégalables. Éprouvez-le avec un leurre, chevauchez avec lui et voyez sa puissance. Vous vous demanderez s'il n'est pas plutôt esprit qu'oiseau.
La chasse au héron était jadis un rituel élaboré et considéré comme l'expression la plus noble de la fauconnerie. Cet exercice, presque exclusivement réservé à l'aristocratie européenne, se pratiquait l'été, durant la période de nidification. On ne cherchait pas à tuer le héron, car cela en aurait trop diminué la population. Il s'agissait plutôt de le capturer vivant et de lui retirer de la tête 2 longues plumes effilées. Un gentilhomme désireux de prouver sa valeur à une fiancée se devait de se les procurer et de les attacher à une coiffe qu'il lui offrait. Une fois le héron attrapé, le fauconnier se méritait le droit de lui fixer à la patte une bague d'or frappée à son nom. Certains hérons étaient bagués plusieurs fois, mais à chacune des prises, ils amélioraient grandement leurs moyens de défense contre les faucons. Et plus ils devenaient habiles à s'esquiver, plus la course était spectaculaire. Les chevaliers et les dames de la cour se réunissaient pour assister à cette joute entre le héron et le faucon spécialement dressé. Top là! Le héron est un oiseau de grande taille qui se déplace lentement. Mais il possède un excellent moyen de défense contre la vivacité du faucon. En quelques battements de ses ailes puissantes, il s'élève très vite au-dessus de son adversaire, ce qui oblige le faucon à reprendre de l'altitude pour foncer une seconde fois. À chaque approche du faucon, le héron se protège en retournant contre lui son bec meurtrier. Ce vol est véritablement une épreuve d'endurance et de vigueur pour les 2 oiseaux. Riche de ses traditions et de ses nombreuses variations, qu'est-ce donc vraiment que la fauconnerie? Essentiellement, c'est une dramatisation et une forme personnalisée de l'ornithologie. Cela implique un type de chasse par procuration, où l'humain s'identifie au faucon et consent à un rôle de second plan. Cette identification est si absolue qu'il arrive parfois au fauconnier de s'incarner littéralement dans l'oiseau. Il pénètre alors dans le monde inflexible de la nature, où la mort est courante, et chaque minute de vie un accomplissement. Et dans ce monde, ce qui nous semble familier prend soudain un sens nouveau. Une crevasse dans la neige se fait refuge, des buissons prennent l'allure d'un terrain de chasse. L'homme se métamorphose. Il acquiert une fraction des qualités du faucon et ressent la griserie de son envolée fougueuse. La fauconnerie nous permet de prendre part à un rituel complet constitué d'un commencement, d'une fin et d'un but précis subitement accessible. Elle nous propose une véritable collaboration qui nécessite un sens des responsabilités, de la créativité et un goût du risque. Serait-ce un moyen d'échapper à la confusion et à la stagnation inhérente à la vie moderne? Car la fauconnerie élève l'esprit, élargit nos horizons et nous inculque une certaine philosophie. Autrement, comment justifier cette fascination qu'exerce sur nous un oiseau qui n'est somme toute qu'un amas de plumes et quelques kilos de chair?
Après une rencontre avec un aigle, le faucon d'Éric s'enfuit et ne revint jamais plus. Un lien fragile les a unis pendant un certain temps. Pour Éric, le mystère de la disparition de sa compagne demeure entier. Quant à Koura, nous ne saurons jamais à quoi nous en tenir, puisque nous ne pouvons comprendre la nature profonde des oiseaux. Peut-être n'était-ce pour elle qu'une courte et agréable association avec cette espèce qu'on appelle l'être humain. Qu'est-ce donc que la fauconnerie, sinon une forme d'amour? Une forme d'amour oubliée. Un poème ancien résume bien cette pensée. Il vient un temps où l'oiseau sur votre poing est prêt à s'envoler. À mesure qu'il s'éloigne, il vous semble plus près, mais s'élance toujours plus haut. Où vous situez-vous alors, vous qui avez les yeux faibles et le pas lourd? Dominez vos limitations et volez. Volez sous son aile.